Aujourd'hui on se retrouve comme toujours pour la TLR News numéro tome 9. Je crois bien, TLR oui. numéro 9 et je suis toujours en compagnie du bel esprit incarné Sylvester Lefort, Basile Baraka, Tom La Roufa. Les deux. Ouais, je faisais les deux, t'inquiète, l'autre il était hors caméra, on voyait pas, elle était trop grande. Voilà, comment bien commencer une telle news, les amis. Et on va la commencer encore mieux, comme je t'ai dit, j'allais te lancer sous le bus. Alors, on était censé commencer environ il y a 5 minutes. Et en fait, Alex a mis 5 minutes à trouver son Kill Mary Fuck. Ouais, le nom d'une catcheuse, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, je lui ai dit, mec, j'espère qu'il est bon. J'espère qu'il est bon parce qu'il était là en mode freeze. J'avais l'impression qu'il était plus là, que l'écran avait bloqué. Non, il cherchait le prénom de la meuf. Donc, on va commencer direct par le Kill Mary Fuck, Alex. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai un qu'est-ce que tu préfères. J'en ai trouvé 2 bons. Alors, un, il est pas mal, on va le faire à la fin de la vidéo, mais j'en ai trouvé un autre inédit dans ma vie. Et j'ai eu l'illumination, je crois que c'était ce matin, je crois bien, au le réveil, après une nuit, encore une fois, de cardio intense pendant 4 heures. Et celle-là, il faut que je trouve la bonne équivalence, donc éventuellement la semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine pour un super qu'est-ce que tu préfères, mais il y en aura un très bon à la fin de la vidéo. Alex, ton Kill Mary Fuck, je l'attends avec impatience. Oh oui. Alors, bon, je pense que tu vas être déçu, mais écoute, on va le faire. Le mec il commence. Bon, ça va être bidon, mais vas-y quoi. Non, parce que moi je te l'avoue, je t'ai dit, je l'avais complètement zappé, donc j'ai cherché vite fait. Alors que moi, c'est probablement le truc que je prépare le plus de toute la semaine en fait. Alors que mesdames, messieurs, Tom La Roufa se lève, première chose qu'il pense. Ah bah ouais, franchement, tu te lèves, tu passes une nuit de ouf, le soir, le lendemain et tout, et après tu te dis, mais attends, mais ça serait ouf. Est-ce que j'accepterais de ken avec un clone de moi? Bon bah vas-y. Alors, Kill Mary Fuck. Yes. Entre Tamina Snuka. Ouais. Amazing Kong, c'est elle que je cherchais tout à l'heure. Parce que j'avais son nom TNA, mais j'avais pas son nom. Karma, c'était de mes deux. Voilà, c'était Karma, c'est ça, exactement. Ouais, Karma, ouais. Et China. Ah, c'est pas mal, hein. Il est pas mal quand même. Parce que China, sur la fin de sa vie, bon, paix à son âme, elle était quand même bien, physiquement. Bah ouais, elle faisait des films de toutes les chirurgies. Bah d'une part, et toutes les chirurgies. Alors attention, je vais être hardcore les amis, attention, et encore une fois, paix à son âme. J'ai pas regardé son film de boule avec Sean Waltman. Par contre, il paraît que son clitoris, il était très gros. Ah merde. Les gars, mettez un commentaire si vous voulez qu'on réagisse en direct. Personnel, mais voilà, j'ai toujours entendu que le truc c'était pas un mini chibre, mais presque, parce que quand tu parles des stéroïdes, de toute façon ça grossit quoi. Bon, bref, Amazing Kong, elle a quand même fait actrice, donc elle doit avoir de la thune. Elle a joué dans la série télé qui était pas mal d'ailleurs avec les Catchers Glow, où j'avais bien aimé d'ailleurs le manager de la série là, le gars avec la moustache et tout, j'avais beaucoup aimé parce que je sais plus si tu m'en étais inspiré pour Sylvester Lefort ou vice versa. Quand je le voyais, je fais putain, ça serait des super idées pour Sylvester Lefort, le promoteur producteur de Glow dans la série, mais pas le vrai dans la série, dans le scénario. Et Tamina Snuka, écoute franchement, alors ben je sais plus comment elle est, je pense plus qu'elle soit sous contrat, mais quand je l'ai rencontrée à NXT il y a 10 ans, elle était franchement très attirante. Moi, je trouvais bien. Par contre, son père, tu sais que, je crois qu'il est mort lui aussi. Il avait baigné dans de sales affaires. Hein, vraiment sales affaires. Oui. Heureusement que c'était pas l'époque de cancel, parce que putain, waouh, il se serait fait démoncer. Oui. D'ailleurs, tout comme il y en a d'autres aussi. Hein. Quand tu creuses un peu, Jerry Lawler, lui aussi, Jerry Lawler. Hein. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, qui me l'arrive, faut que je me lance. J'épouse Tamina Snuka parce qu'elle a l'air d'être adorée backstage par tout le monde. Elle a l'air d'être adorée backstage. Fuck. Ouais, non, parce qu'Amazing Kong, je la connais vraiment pas, j'ai jamais rencontré. Et puis j'entends souvent qu'apparemment elle a un ego, apparemment, de ce que j'entends. Donc j'épouse Tamina Snuka. Je ken China, hein, parce que apparemment elle aime faire ça en vidéo, et je tue Amazing Kong. Et ils pourront pas dire que c'est du racisme parce que Tamina Snuka n'est techniquement pas blanche, pas caucasienne. Donc voilà, allez vous faire fuck les canceleurs. Il a tout prévu. Ah ouais, t'inquiète pas, j'avais le plan dans la tête. Non mais même de toute façon, voilà, Tamina Snuka, j'en ai toujours entendu que du bien. Et tiens, fuck, anecdote les amis. Mais elle était avec toi, non?
Elle était sous contrat quand tu étais à NXT. Elle était sous contrat, et en fait, tu veux que je te dise, bah, anecdote de ouf d'ailleurs, bel esprit, tu vois, ton Kill Marie Fock, non, finalement, il est super parce qu'il me fait sortir une anecdote de ouf. Je crois que j'ai souvent dit, je l'ai dit plusieurs fois, que, tu vas peut-être me confirmer, Alex, que les légionnaires ont failli aller sur la route. Oui. L'équipe de Français, voilà. Oui. Et ben c'est Tamina Snuka qui me l'avait dit. Oui. Tamina Snuka, Okay. elle était en réhabilitation, rééducation de son genou au Performance Center. C'était 2015 peut-être, début 2015, je me souviens parce que moi aussi je m'étais flingué le genou, donc ouais c'était fin 2014, début 2015. Et en fait je t'explique, je la croise dans le vestiaire de Performance Center, on se dit bonjour parce qu'on se connaissait un peu, tu vois. Et puis j'étais très pote avec Nia Jax, Savelina, donc en fait souvent les deux se parlaient, donc souvent on se parlait un peu. Et tu sais ce qu'elle me dit? C'est énorme, la meuf elle fait ses exercices de genoux, moi je suis à côté d'elle, on parle un peu, tu sais. Et elle me fait, au fait, tu fais toujours équipe avec ton partenaire français? Et là, moi, la meuf, bon, on se connaît pas vraiment, enfin, genre, tu sais, elle est jamais au Performance Center, elle est jamais sur le live event NXT, tu sais, je suis entre guillemets flatté qu'elle le sache que je faisais équipe avec un autre français. Et je fais, ah ouais, t'es au courant qu'on fait équipe et tout? Je fais, bah, super gentil et tout. Et tu sais, alors avant que je lui réponde, je fais, comment tu sais qu'on faisait équipe? Et elle me dit, bah écoute, quand j'étais sur la route, donc il y a quelques mois en arrière, donc j'imagine avant qu'il casse l'équipe, bah, elle me dit ça comme ça. Elle me dit, attends, laisse-moi réfléchir, que je me rappelle exactement. Elle fait, well, the word on the road was that there was a team of two French guys coming up that was excellent. Grosso modo, les producteurs, tout ça, les officiels, le mot, la rumeur backstage, c'était qu'il y a deux Français qui vont arriver en équipe, ils sont excellents. À Raw et SmackDown. Ah, c'est un truc de ouf quand même. Frérot, j'entends ça, mais je te jure, je suis resté con. Parce qu'à l'époque, putain, il faudrait que j'enlève les lunettes. J'entends ça, je suis resté con. Les lunettes de Bret Hart, on a une dédicace à Bret Hart à la fin de la vidéo. Mais je suis resté con parce que la meuf, elle me sort ça. Et moi, je suis en mode, j'ai le genou en vrac. Ils ont cassé l'équipe avec Marcus. Marcus, ils lui ont fait se raser le crâne et les sourcils et ils le prennent pour un con depuis des mois. Et elle me dit ça. Mais je suis resté con. Premier truc que je fais, je vais voir Marcus. Je fais, yo frérot, tu sais ce qu'elle vient de me dire, Tamina Snuka? Elle vient de me dire qu'il y a quelques mois, les mecs comme Joey Mercury, c'est Joey Mercury, voilà, c'est Joey Mercury qui avait dit ça. Joey Mercury avait dit, il y a une équipe de Français qui arrive, ils sont excellents. Je vais dire ça à Mika, et Mika, il me regarde, il fait, ah les fils de pute. Ah les fils de pute. Et c'est là qu'on a compris que, tu vois, il y avait une guerre de, pas d'ego, mais une guerre de politique au sein même du Performance Center et des officiels, il y en avait qui nous voulaient en équipe, et il y en avait, ils me voulaient moi manager et Marcus solo. Ah là, et c'est comme ça. Mais donc, ouais, voilà, bel esprit. Donc, Tamina Snuka, rien que pour ça, je l'épouse. Bel esprit, Tom. Bel esprit. Donc, voilà, frérot. Non, mais franchement, bel esprit. Bon, on a bien commencé cette vidéo. Non, franchement, mais nickel, tu vois. En fait, tu vois, Alex, leçon de vie, frérot. Va toujours de l'avant. Même si tu penses c'est pourri, bah vas-y, et puis au final, tu vois, on a eu une super anecdote, une intro pour une fois, ok, de presque 10 minutes, mais en attendant, on a dit quelque chose plutôt que tourner en rond, donc bel esprit. Bel esprit. Donc du coup, Tom, on va parler déjà qu'est-ce qui s'est passé, un petit peu cette semaine. Moi, je vous avoue, j'ai pas du tout regardé. J'ai regardé T'inquiète, frérot. Raw, NXT, j'ai pas regardé Halloween Havoc. J'ai rien regardé. Ouais. Donc je vais m'appeler sur toi, Tom, si t'as vu quelque chose. Écoute, très rapidement, déjà je note qu'on en est à 8 minutes 30 à peu près, que ça commence ce segment, comme ça 8 minutes d'intro. Écoute, SmackDown et Raw, déjà ils sont en préparation pour Saturday Night's Main Event qui est samedi prochain je crois, il me semble. Et donc on aura éventuellement la carte. Et je pense après SmackDown, il y a quelques matchs, notamment Jey Uso contre CM Punk. J'imagine Cody Rhodes contre Drew McIntyre, il me semble. Bref, les deux trucs qui m'ont vraiment marqué sur ce Raw et SmackDown. Alors, c'est peut-être pas les trucs les plus importants parce que, en fait, quand t'es dans les storylines principales, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes gueules. Là, Jade Cargill est passé heel. Bel esprit. Bel esprit parce que tu vois, on voit qu'elle avait les attitudes. Et alors, je sais pas si son catch s'est amélioré, mais en attendant, là, on va vraiment avoir une raison de la détester. Mais, pourquoi ça m'a fait réfléchir le heel turn de Jade Cargill? Parce que je vais te parler sincèrement. Tu sais, Jade Cargill, elle se présente souvent comme je veux inspirer les jeunes filles à atteindre leurs rêves, et ça, je peux le comprendre. Parce que quand t'es vraiment babyface, tu as ce devoir moral de pas trahir les gens qui t'aiment, notamment les enfants. Parce que tu sais, les enfants, pour eux, le catch, c'est très important, ils y croient, d'accord? Certains. Et en fait, je dis ça parce que moi, tu sais, par exemple, tu vois, à Marseille, où je suis un bon gros babyface, on a eu cette discussion d'ailleurs récemment avec la TPW de dire fuck, ça serait bien que je tourne heel, mais ça va être dur.
Ça va être dur parce que les gens là-bas, le public est tellement bon et ils sont tellement à fond dans le truc et ils me voient tellement en babyface que putain, pour tourner il va vraiment falloir un truc de ouf. Et il va vraiment falloir le faire à fond. Et même moi, je me disais, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tourner il devant un public qui a toujours été là pour moi depuis maintenant presque 3 ans? Ils sont toujours à fond, tu sens le respect, tu sens. Tu sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. C'est de se dire, putain, je vais devenir un enculé parce que pour être vraiment il, faut être un enculé. Faut être vraiment un bâtard. C'est genre le gamin, tu vois, sinon ça sert à rien, quoi. MJF. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, mais même mieux Non, que MJF parce que. Je trouve trop beau, mec. Même hors. Dès qu'il prend une photo avec un gosse, le mec, je trouve il est trop génial, ce mec. Mais frérot, voilà, mais moi je prendrais même pas la photo avec le gosse si t'es vraiment il. Ouais, aussi, mais bon. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Surtout aujourd'hui, surtout à l'époque aujourd'hui où tu peux buzzer avec une vidéo, tu buzzes plus avec une vidéo filmée dans la vie de tous les jours qu'une vidéo à l'écran. T'imagines le gamin, il vient prendre la photo, tu fais ouais, c'est 50 balles. Tu te barres. Ça serait hardcore, ça serait couillu, mais c'est ça un vrai il. C'est le mec, tu te dis, mais lui, même dans la vie, c'est un trou duc. Je vais vraiment pas l'aimer, tu vois. Bel esprit, bel esprit. Donc bref, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Jade Cargill qui passe il. Je suis curieux de voir où ça va, de voir si elle arrive à vraiment se faire détester. Et après, un autre truc, alors complètement sans rapport, à Raw, t'as une équipe de Los Grandes Americanos qui sont managés par un autre Los Grandes Americanos. Ça veut dire qu'en fait, il y en a 3. Alors, je sais qu'ils ont des noms différents. À voir où ça mène, mais ça me semble quand même paresseux comme booking. Ouais. Tu vois, c'était marrant quand il y en avait qu'un seul. Maintenant qu'il y en a 3. En fait, c'est genre, écoute mec, on a rien pour toi, on va te faire on va te transformer en Grande Americano. Parce que je sais que, apparemment, l'un c'est le grand normal, le manager c'est Ludwig Kaiser. Ouais. Le deuxième, je crois que c'est Pete Dunne, Peter Dunne, oui. Pierre Dunne. Et le troisième a pas vraiment de physique, je vois pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, j'ai pas reconnu parce que je crois qu'il a commencé à Raw, donc bizarre. Mais ça me semble un peu paresseux comme booking et ça me rappelle ce qu'a dit Jinder Mahal récemment au sujet du booking de Triple H que c'est pas du tout celui de Vince. C'est fuck. Je pense qu'on a de plus en plus la preuve, quoi. Ah, pourtant, c'était au début, j'avais bien accroché. Je sais que les gens, ils aimaient pas trop le truc de ce délire de Grande Americano, mais moi, je trouvais ça correct. Mais amigo, c'était excellent quand c'était Gable. En plus, quand c'était Gable, in-ring, voilà. Ça envoyait. En fait, maintenant que t'en parles, t'as raison de le dire parce que je t'explique. Pourquoi c'était bon? C'était parce que Gable, il y avait une histoire, il avait une raison. Il avait une raison de faire El Grande Americano. C'est parce qu'il détestait les luchadors. Je crois qu'il avait, je sais plus, il avait pas le droit de catcher pour un titre ou un truc comme ça. Là, c'est justifié que le mec mette un masque et il essaie de prendre tout le monde pour un con. Là, maintenant, les mecs, ils arrivent, tu sais, ça pousse comme des champignons en automne. Ouais, mais il n'y a plus aucune raison, en fait. Pourquoi Pete Dunne met un masque à El Grande Americano? Est-ce qu'ils vont expliquer ça en mode, oui, c'est la seule façon qu'on a d'être booké sur le show? Ouais, mais à part ça, tu vois, c'est toujours pareil, mais le catch, s'il n'y a pas une explication derrière, ça tombe vite, oui. Ça tombe vite en paix foireux, prélude de mon qu'est-ce que tu préfères. Oh, merde. Voilà quoi, c'était cette semaine à la WWE et désolé, on va pas faire cette semaine à AEW, même si on va parler de la AEW. On va parler de la AEW parce qu'il y a des news à AEW. Donc première news, Tom, je te propose qu'on parle de Ric Flair, c'est ça? Yes sir. On va parler de Ric Flair qui nous parle de syndicat dans le catch et ça tombe bien parce que il me semble que tu en avais parlé, enfin que tu avais déjà raconté l'histoire de Jesse Ventura. Ouais, classique. Et donc là, Ric Flair s'est fait, lors d'une interview via Game With Name, Ric Flair s'est interrogé sur l'absence de syndicats et il a dit que c'était important d'en avoir. Sauf que il faut bien rappeler qu'à l'époque où lui il y était, Jesse Ventura avait poussé pour pouvoir créer un syndicat. Et comme Ric Flair à l'époque était un big name, Jesse Ventura l'avait poussé Ric Flair à se présenter, enfin à pousser le fait de créer un syndicat dans le catch. Et Ric Flair a répondu à Jesse Ventura. Très honnêtement, au moins Ric Flair a les couilles d'assumer sa décision et qu'à l'époque il l'a pas aimé. Quoi. Voilà, ou alors c'est Hogan qui lui avait dit, je sais plus, mais un des deux. Quoi. Du coup, en gros, il a répondu qu'il ne voulait pas pousser le fait de faire un syndicat dans le catch parce que tout simplement, si ça plaît pas au boss, eh ben le catcheur se fait virer. Donc, totalement. Il se fait remplacer comme une vieille chaussette puante. Donc c'est un sujet assez compliqué. Je sais qu'il y avait eu, ça a été aussi le cas en France
avec, Oui, bon, après en France, avec Monsieur en France Mercier, c'était ouais, toute proportion gardée. En France, bien il n'y sûr, avait pas autant bien sûr, d'enjeux financiers bien sûr. que un truc. Mais ce qui est moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette news, bah, après, oui, alors ça, c'est clair qu'il n'y ait pas de syndicat en cadre, je comprends pas. Je comprends pas. Et en fait, moi, alors bon, c'est surtout vis-à-vis des contrats, parce que là, on le voit bien avec le cas d'Andrade. Le mec, apparemment, genre, la clause de non-compete de la WWE peut aller jusqu'à 1 an, tu vois. Sans même qu'il soit payé d'ailleurs, parce que je crois c'est parce qu'il a enfreint soit le wellness policy ou quelque chose comme ça, quoi. Deux Donc ans. tu vois, ouais, ouais, enfin bref, c'est un truc de Bah ouf. après, pour catcheur, je C'est, sais pas, c'est- mais en tout cas, je sais que Samantha Irving, la femme de Ricochet, avait une clause Ouais, de 2 ans. ouais, mais est-ce qu'elle était continuée à être payée aussi? Faut voir ça, quoi. C'est bien beau de dire t'as pas le droit de bosser ailleurs, mais frérot, alors tu me payes. J'imagine que oui, quand même. J'imagine. Bah oui, j'espère que oui, quoi. Dans tous les cas, tu fermes ta bouche et t'encaisses l'échec. Mais bon, non, et puis tu vois, le truc, c'est. Dans la news que je t'ai envoyé, ce qui est bien, c'est que Ric Flair, il dit. euh, alors, Ric Flair avait dit à Jesse, écoute Jesse, ok, tu me pousses à rejoindre ton idée de syndicat, mais regarde, imagine j'abandonne le titre NWA de champion du monde, que je me barre, parce qu'ils veulent pas faire de syndicat. Tout ce qu'ils vont faire, c'est ils mettront la ceinture sur DiBiase ou Harley Race, et donc et c'est tout, et ça fera comme si j'avais jamais existé, tu vois. Et le truc, c'est ça, le catch, la nature du catch, et alors ça c'est un truc qu'on dit souvent en catch, personne n'est irremplaçable. Alors, j'allais dire, oui, même si tu as enlevé Hulk Hogan dans les années 80, ça aurait été vraiment très dur de continuer à développer le catch. Mais aujourd'hui, et ça, c'est ce qu'on disait, je le redis avec Marcus. D'ailleurs, bon, en fin de vidéo, on parlera de un peu tout ce qui arrive parce que j'ai fait une interview, non pas avec Marcus, mais ce week-end, j'ai fait une interview sur le show ICWA, avant le show ICWA, avec un fan de catch qui est fan de catch depuis des années, et l'interview elle est vraiment pas mal parce que je dis énormément de choses que je n'ai jamais dit nulle part. Et notamment, je t'explique pourquoi je pense qu'on se parle plus avec Marcus. Enfin, on se parle plus. Pourquoi je pense, c'est lui qui parle plus. Hein. Mais bon, c'est pour dire, à l'époque, quand on se parlait encore avec Marcus, on avait vite capté qu'en fait, la WWE, en tout cas avec Vince, mais je pense que c'est pareil avec Triple H, ils créent plus de stars parce que la seule star qu'ils veulent sur le produit, c'est le logo WWE. Parce que comme ça, si demain tu as un Roman Reigns ou un Cody Rhodes qui menace de partir avec la ceinture chez lui, eh ben vas-y, pars, t'inquiète pas, on en a 3 derrière qui peuvent te remplacer en claquant des doigts. Et ça tient la route. Ça tient la route. Parce que CM Punk avait failli le faire il y a 10 ans, je crois, et au final, il l'a fait. Enfin, ça devait être une storyline quand même. Mais voilà, c'est ça, tu vois. Mais imagine le mec qui le fait vraiment un peu comme Stone Cold qui se barre de Raw parce qu'il veut pas jobber contre Lesnar. T'es grave dans la merde. Ouais. Donc, je pense que Vince avait retenu la leçon, je pense, avec Hogan et la WCW. Qu'il a failli le foutre à la porte de Titan Towers. Donc, ouais, c'est ça. Le catch, c'est personne n'est irremplaçable. Maintenant, encore une fois, qu'il n'y ait toujours pas de syndicat pour les catcheurs. Il y en a pour les acteurs, il y en a pour quasiment toutes les professions. Il n'y en a pas pour le catch. C'est très, très, très dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et je crois que d'ailleurs, avec cette news, j'avais vu que c'était. Mais comment s'appelait le catcheur qu'il y avait à la Nexus, qui était avocat? Ouais, David Otunga. Voilà, ouais. qu'il disait en gros que. Alors, tu te souviens pas de la légende, tu te souviens pas de la légende David Otunga? Non, désolé. Ah, mais non, mais putain, attends, je confonds. Oui, l'avocat, c'est David Otunga. Ah oui. Ouais. Il était bien qu'à ça d'ailleurs. Il était balèze. Rotunda, lui, il est à l'hôpital apparemment, malheureusement. IRS, j'ai vu une news que IRS, le père de, c'est le père, oui, de Bray Wyatt, il est à l'hôpital, donc tout nouveau de rétablissement, en espérant que ça passe. Parce que c'est un catcheur exceptionnel. Hein. Putain, IRS, Evan Schweizer, de son vrai nom, Mike Rotunda, le mec, c'était un catcheur de ouf. J'ai regardé un match récemment de Money Inc. Contre Nasty Boys, mais le mec il bouge excellemment. Le mec il est aussi balèze que son fils, voire plus grand d'ailleurs en taille que Bray Wyatt. Le mec bouge magnifiquement, il est super technique parce que Mike Rotunda était un très bon catcheur sur la NWA ou AWA, je sais plus. Et après on lui a filé le personnage de précepteur des impôts là, ou percepteur, pas précepteur, percepteur. C'était énorme, c'est une gimmick de ouf. Les mecs à l'époque c'était des super catcheurs et tu leur filais des persos, ils étaient à fond dedans. Mais, ça c'était je crois qu'en plus il avait filé ce personnage parce qu'il me semble qu'il s'était accroché avec avec un mec de l'office, il me semble. Il me semble avoir vu une news là-dessus. Enfin, bref. Ouais, genre que c'était une rib. Ouais, mais bel esprit, le mec, il a transformé ça et le mec, il est devenu avec ça. Bref. Et du coup, je disais qu'en gros, il disait que
Andrade, en gros, s'il attaquait la VVE par rapport à son contrat, il pense qu'il gagnerait contre la VVE. Il gagnerait, ouais. C'est clair, totalement, d'une part. Et puis bon, après, c'est à voir, par contre, je crois que c'est si la AEW veut investir dans un procès comme ça. Mais fuck, mec, c'est... après, Andrade, on peut lui avouer, il a des grosses coronesses. Hein. Lui, il s'en bat les steaks. Il est ZFG, comme à l'époque. Zero fucks given. Oh oui, bravo, Andrade. Deuxième news, Tom. Yes, sir. Deux francophones à WWE, donc vous avez dû le voir. Non, c'est vrai, putain, on l'a pas vu passer, ça. Non, je rigole. Ah, ça me fait trop rire parce que tu vois des news. Ah, il y a deux français à WWE. Non, les gars, il n'y a pas de français, il y en a qu'un déjà. Et deux francophones. Ouais, l'autre, c'est un francophone. Voilà. Tu vois les mecs, ils relisent bien leur article. Donc la WWE a dévoilé de nouvelles recrues au Performance Center. Ouais. Et donc, vous avez bien vu... notamment deux personnes qui tournaient que vous devez connaître. Il y avait Aigle Blanc, plus connu sous son vrai prénom de Cyril Coquerel. Ouais. Et Mike le pauvre. Deruder. Ouais. Je crois qu'on a dire comme ça d'ailleurs. Deruder, ouais. Deruder. Ouais. Qui est plus connu sous le nom de Mike D ou Mike D Vecchio. Ouais. Donc bel esprit. Très bel esprit. C'était, de toute façon, c'était sorti en rumeur, je pense, il y a quelques mois déjà. Et bon, ce jour, on attendait l'annonce officielle, donc bel esprit, bravo à eux. Franchement, bravo à eux. Pareil, dans l'interview que j'ai faite avant le show ICW, je sais pas quand elle paraîtra, mais on en parlera sur la chaîne. En fait, fuck, mec, je dois passer presque 10 minutes à en parler et à leur donner, j'allais dire, des conseils, entre guillemets. Parce que sur Twitter, pour une fois, j'ai fait un tweet qui a fait genre 15 000 vues et qui s'est pas fait attaquer par les trolls du monde entier. Après, mec, franchement, j'ai bloqué et masqué tellement de comptes. Je dois en être à 200 comptes masqués ou bloqués. Donc en fait, le truc, peut-être ils en ont parlé, mais j'ai pas vu. En fait, je leur ai dit tout simplement une phrase qu'on se dit toujours entre catcheurs avant un match, c'est good luck, have fun, stay safe. Alors le good luck, on le dit pas trop, mais toujours c'est have fun, stay safe. C'est-à-dire on s'amuse et on se blesse pas. Et c'est exactement ce qu'ils ont à faire, les amis. Allez-y, les amis. Amusez-vous, bonne chance, bien sûr, et ne vous blessez pas. Parce que les deux, après le groupe de 5, mais spécialement Cyril Coquerel, putain, j'espère qu'ils vont pas faire de jeu de mots sur son nom de famille, et avec Coq dedans. Parce qu'en plus, Coq français, putain de merde, il a une gimmick tout trouvé. Le Coq français, putain, tu lui remets son masque d'aigle blanc et tu fais le Coq français, the French Coq. Et après, tu fais un jeu de mots avec Coq et Beat, bel esprit. On voulait faire ça avec Marcus. Quand on était sur le point d'aller à ROH, on voulait s'appeler les French Coqs. Les coqs français étaient bien fiers et hauts et droits, tu vois. On se tient bien droit et debout comme des fiers coqs français, tu vois. Mais ça aurait été énorme pour les promos. Mais Marcus, il me fait, non, quand même pas, on va passer pour des guignols. Mais justement, c'est ça l'idée, quoi. Ça, c'est le mec. Même moi, tu vois, après avoir eu de la musique disco à NXT, j'arrive pas à me retenir de faire le guignol, quoi. Bon, bref. Et ouais, non, les deux, franchement, Mike D, excellent. D'ailleurs, il y a de très fortes chances que la semaine prochaine, on fasse pas de sondage et que je poste un TLRAM avec Mike D. Le premier match contre Mike D que j'avais fait en 2018. Putain, le mec, déjà à l'époque, il devait avoir quoi, même pas 20 ans, 21 ans. Le mec, déjà, c'est une machine. Il avait un physique de ouf, meilleur que la plupart des catcheurs français actuellement sur le circuit. Et il catchait super bien. Et c'était il y a 7 ans, hein, putain. Franchement, voilà, encore une fois, s'il se démerde bien et qu'il les book bien, et puis après, attention quand même, la compétition va être rude à NXT. Il y a moyen qu'il fasse un très bon truc, donc bravo les gars. Moi j'ai toujours dit, hein, j'attendais qu'une chose, c'est que quelqu'un d'autre mette les pieds à Orlando, originaire de notre pays. Oh oui, c'est le moment. Vas-y, Cyril, te blesse pas, encore une fois, s'il te plaît, parce que moi, c'est ce qui m'a flingué dès le début, on va dire. Et bel esprit, tu es dans ce Performance Center que j'ai vu naître en juillet 2013. T'as vu cette transition un peu? Bel esprit. Et alors, pour info, il y avait d'autres catcheurs avec eux. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un que t'as vu récemment. Donc, il y avait Jaime Garcia, plus connu sous le nom de Zozaya. Apparemment, il est pas mal, il tournait beaucoup en Angleterre. Ouais, c'est un espagnol, mais non, jamais vu. Et je crois qu'il doit avoir la vingtaine, apparemment. C'est un gros potentiel. Dusan Novakovic et Nathan Cranton, plus connu sous le nom de Nathan Angel. Et je crois que lui, tu l'as catché à Chypre, non? Voilà, c'est ça, Nathan Angel. Alors, non, c'est pas Chypre. Italie, c'était en Italie. Au tournoi de... Exactement, au tournoi de Bruno Sammartino. À l'époque, il n'avait pas encore fait ses tryouts, mais on en parlait un peu. Et on avait parlé, surtout niveau promo. Après, je l'ai revu, j'ai recatché avec lui en Italie, encore une fois, pas Pizzo Ferrato, Tortoretto, c'était début juillet, avant que je parte, que j'aille à EW à Chicago, putain.
Et donc, on avait fait un match en équipe là. C'était moi et un Italien contre Night Angel et un autre Italien en babyface. Et franchement, bel esprit. Là, il savait qu'il avait signé. Il se préparait. Et là, pareil, je vais essayer de lui donner des conseils. Surtout au niveau développement de personnage. Je lui avais dit, mec, il faut que tu aies au moins déjà 2 ou 3 personnages de prévu. Pars pas avec une idée, je vais faire ce perso, parce que s'ils aiment pas ou qu'ils veulent pas que tu fasses ça, ou que quelqu'un d'autre le fait déjà, ou qu'il le file dans le pire des cas à quelqu'un d'autre, tu vas être baisé. Donc, et 2 ou 3 persos déjà prévus dans ta tête et des persos que tu as envie de faire. Voilà. Et voilà, des bel esprit. Non, mais franchement, par contre, ouais, Nathan Angel, lui, franchement, il va faire mal. Il va faire très mal. Il sait parler, il catch super bien, il a 21 ans. Il a une gueule. Mec, il a une gueule de ouf, et puis il a que 21 ans, quoi. Il a déjà un physique. Ah ouais, putain, ouais. 21 il a 21 ans, quoi. Okay. C'est un truc de ouf. Donc voilà tous les noms qui ont été. Franchement, belle classe, belle petite classe, je vais te dire. Ouais, franchement, il y a du potentiel. C'est toujours pareil. Après, ça va dépendre du booking et bien évidemment de leur qui reste en bonne santé. Et donc, je vais refaire ma transition parce que là, tu vas voir, tu vas faire bel esprit pour la news suivante. Donc, bravo à eux qui viennent d'arriver à ce Performance Center que j'ai vu naître en juillet 2013. Et donc, tu l'as vu naître, mais peut-être tu vas le voir fermer. Puisque la news suivante. Puisque la news suivante, apparemment, la WWE prévoit d'ouvrir un nouveau Performance Center. Alors, selon One, le magazine One, la WWE a comme idée d'ouvrir un nouveau Performance Center. L'objectif serait d'avoir un lieu beaucoup plus grand et de meilleure qualité, avec notamment un studio de télévision. Et comme on peut le savoir, NXT maintenant est tourné au Performance Center. Donc tous les rings. D'ailleurs, je sais même pas où ils s'entraînent au final maintenant. Du coup, c'est à côté. C'est à côté. Si tu vas voir un jour, on pourra faire une visite guidée avec Google Maps du Performance Center, si tu veux. C'est à côté, il y a des entrepôts, la WWE a racheté tous les entrepôts qu'il y a à côté. À l'époque, moi, ils s'en étaient servis pour tourner Tough Enough. Tough Enough, ils avaient mis les barracks des candidats, ils avaient mis un ring d'entraînement. Non, remarque que l'entraînement, c'est dans la salle où on s'entraînait nous, mais à côté, voilà, ils avaient acheté quelques entrepôts, ils stockaient des trucs, et maintenant, en fait, les entrepôts à côté, c'est là qu'ils s'entraînent, et à côté, la salle principale où nous, il y avait les 7 rings à l'époque, c'est la salle d'enregistrement. Par contre, petit mention, alors déjà, question, tu as dit c'est le magazine One, WON? Oui. Frérot, c'est Wrestling Online Newsletter. C'est le Wrestling Observer. C'est Wrestling Observer. Okay. C'est ton pote Dave Meltzer, en fait. Donc ça, c'est le premier truc. Ah bah attends, on va parler de lui après, donc rigole pas trop. Ouais. Bah t'inquiète pas, c'est les transitions, frérot, elles sont naturelles, c'est l'univers. Et deuxième truc, s'ils précisent ou non dans la news où est-ce qu'ils veulent le faire. Est-ce que c'est Orlando ou Las Vegas? Alors, ils avaient parlé de Las Vegas, mais Triple H a confirmé qu'il voulait en faire un autre, mais qu'il serait toujours à Orlando, par contre. Parfait. Bah alors, frérot, ça me fait rêver. Je m'en bats les couilles, je vais pas lancer la news. À la base, je voulais pas le dire à l'époque, mais non, je vais le dire. Je suis plus sous contrat avec la WWE. À l'époque, je l'étais pas non plus. Bon, bref, ça, en fait, mec, ça date déjà d'il y a plusieurs fucking années. Hein. En 2021, je crois. Ouais, 2021. J'avais un pote à la WWE dans l'office qui m'avait dit qu'en fait c'est ce qu'ils voulaient faire. En fait, ce qu'ils voulaient faire, la WWE, ce qu'ils veulent faire, on va voir si c'est ce qui va se passer. Vous avez l'exclusivité sur les TLR News, les amis. Comme ça. Bon, bref. Et bon, ça va, 27, on s'en sort bien, frérot. Putain, on va peut-être les 45 minutes cette fois-ci. Donc, je vais accoucher de ma news. Donc, à l'époque, mon pote, dont je tairai le nom à l'office WWE, m'avait dit qu'en fait, le but, c'était déjà, primo, de faire un performance center beaucoup plus grand, proche des parcs d'attractions à Orlando, proche de Disneyland, de Universal Studios, etc. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire ça à un parc WWE, tu vois, un parc d'attractions WWE. Genre en mode, t'y vas là-bas et donc tu peux visiter le Performance Center. Oh putain, ça nous plaisait quand on le faisait avec Marcus. Tu peux acheter un billet et tu visites le Performance Center pendant que les catcheurs s'entraînent. Donc en fait, t'es un peu comme des animaux de zoo, tu vois. Tu t'entraînes, genre regardez, ils s'entraînent, là ils prennent des chutes, tu vois. C'est genre t'es derrière des glaces et eux ils regardent, tu vois, le truc de merde. Parce que ça, ils nous le faisaient des fois. Au Performance Center, ils nous faisaient une journée all access. Donc t'étais là, t'avais la tenue officielle, t-shirt noir, short noir, et en fait tu simulais des entraînements pour les fans qui avaient payé leur billet pour WWE All Access. Mec, tu pouvais pas te sentir plus animal de foire qu'autre chose. C'est genre une otarie, c'est vas-y applaudis. Ouais, mais bon, t'es sous contrat, tu fermes ta gueule, sinon, comme disait Ventura, t'es viré. Oui, alors bon, voilà, c'est exactement ça. On fermait notre gueule, on le faisait, surtout qu'on essayait de pas trop prendre de chute, donc ça, c'est bel esprit. Les coachs, ils étaient de notre côté, ils faisaient voir les gars, il y a personne qui regarde, allez-y doucement. Mais voilà, quoi, tu te rends compte que là, en fait, leur truc, donc c'est ça,
l'idée qu'il m'avait dit mon contact WWE, c'est que donc il voulait faire un gros performance center beaucoup plus grand avec une salle de 1500-2000 places pour faire les enregistrements télé. Ensuite, beaucoup plus de rings et beaucoup plus d'infrastructures qui permettraient justement donc à ces gens de visiter, tu vois, d'acheter des billets pour visiter. Bon, après, est-ce que ça marcherait, je sais pas. En fait, l'idée, c'était quoi aussi? C'était qu'ils voulaient faire donc un performance center beaucoup plus grand parce qu'à l'époque, en tout cas, ils voulaient faire des NXT sur tous les continents. Et des performance centers sur tous les continents. NXT UK, NXT End, NXT Japon ou NXT Océanie, NXT Moyen-Orient, NXT Amérique du Sud et NXT Canada. Je crois qu'ils avaient même proposé à Lens de s'occuper d'une sorte de mini performance center canadien. Et en fait, tous ces NXT avec leur marque télé, bien sûr, émission télé NXT UK, NXT End, NXT Moyen-Orient, auraient eu leur propre champion qui auraient, grosso modo, auraient été les premiers en ligne pour aller à NXT Amérique ou NXT Monde, peu importe, qui est la marque principale. Et après, tu vois, c'était en fait, grosso modo, créer des territoires, mais tous dirigés par la WWE, et des territoires mondiaux, tu vois. Et à chaque territoire, tu aurais eu un performance center, et tu aurais eu toute une équipe qui gère ça localement, et pour former des stars au style WWE, pour les envoyer petit à petit, donc, à la marque américaine, NXT tout court, puis Raw et SmackDown, qui serait le Super Bowl, ou les équipes NFL de ce système de développement. Franchement, sur papier, ultra bel esprit. Dans les faits, ultra dur à réaliser, parce que va choisir des coachs qui comprennent le catch, qui vont rester vivre en Arabie Saoudite, ou qui vont rester vivre en Inde, ou qui vont rester vivre au Japon. Alors oui, t'aurais pris des gars comme Tajiri, comme Funaki, etc. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Voilà, mais je pense que, en fait, tout avec le Covid et avec Vince qui part et les changements de direction de TKO, peut-être ils ont laissé tomber ça, mais peut-être qu'ils vont le refaire finalement. Peut-être qu'ils vont le refaire. Après, et en fait, le performance. Ils ont ils ont eu beaucoup de plaintes sur ces trucs-là, que à chaque fois, ça fait plusieurs fois, il me semble, que le NXT Europe, là, et ça fait 2 fois, je crois qu'il annule le truc, là. Ouais, parce que c'est un truc, ça, c'est pas le genre de truc que tu prévois du jour au lendemain, et c'est pas un truc que tu prévois juste pour 5 ans, c'est un truc que tu prévois sur 5-10 ans. Et il faut voir s'ils sont vraiment motivés à mettre des équipes entières et 24 heures sur 24 en Angleterre, donc ça veut dire des salaires, des demandes de visa, etc. Et alors, j'avais entendu une autre version du truc, c'est pour ça que je te demandais si c'était à Orlando ou Las Vegas, où, en fait, alors ça c'était n'importe quoi par contre, ils voulaient à un moment, TKO, faire un performance center moitié UFC, moitié WWE. Avec d'un côté les mecs de l'UFC qui s'entraînent et de l'autre WWE, et des fois ils s'entraînent ensemble en mode, je sais pas, muscu ou quoi, mais je comprends pas en fait. Et en fait, quand la personne qui m'a dit ça m'a dit ça, mais ça c'était très récent, ça c'était il y a 2 ans qu'on me l'a dit, j'ai fait, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est littéralement n'importe quoi, ça n'a aucune raison d'être. Ouais. La seule raison d'être, ça serait d'économiser de l'argent et d'avoir tout le monde sous le même toit pour éviter d'avoir trop de voyages. Et elle me dit, et la personne me disait, oui, c'est exactement ça, ça serait juste pour économiser de l'argent, d'avoir tout le monde sous le même toit, mais il n'y a aucun rapport entre l'UFC et la WWE, tu vois, enfin je parle d'un point de vue produit. Non, et en plus je crois que l'UFC a déjà un style de performance center, et c'est un truc de ouf, mec. Je sais pas ça. Exactement. J'ai déjà vu la vidéo, c'est à Vegas, c'est ça? Ouais, mais c'est un truc, il est trop, il est sur 4 étages, il est trop beau, c'est toute technologie, c'est bel esprit. Bon, après, d'un autre côté, par solidarité avec mes frères et sœurs catcheurs, s'ils peuvent faire le même genre de performance center pour les catcheurs, bel esprit, parce que le gros problème qu'on avait au performance center à Orlando, c'était la taille, en fait. Surtout la taille du parking. Oh mon dieu, quel cauchemar. Faudra qu'éventuellement, si je parle à Mike D et Aigle Blanc, je leur pose la question si c'est toujours le bordel pouce carré, parce que à la base, le performance center, il avait été prévu pour 50 personnes. Déjà, moi, à mon apogée, il y avait 90 personnes. Déjà, rien que là, ça commençait à être tendu. Ça commençait à être tendu si tu commençais à 11h du mat. Si tu commençais à 11h du mat, c'est comme tu vas bosser que le parking est plein, c'est la merde. Si tu commences à 8h, il n'y a personne, et voilà, bel esprit. Mais mec, c'était un cauchemar. Et là maintenant, ils sont minimum 120. Waouh! Et le pire dans tout ça, mais ça j'en ai déjà parlé aussi, c'est qu'il n'y a même pas de gate de sécurité, il n'y a pas de porte de sécurité au Performance Center. Ça veut dire que si tu es un fan un peu accro et que tu veux aller attendre camper devant la porte du Performance Center, techniquement tu peux. D'ailleurs, il y avait eu un mec qui s'était fait flinguer devant le Performance Center. Mec, on avait appris ça, on était sur un show, on avait vu News Local Orlando, un mec il s'est fait tirer dans le ventre par la police d'Orlando juste devant le Performance Center. C'est en fait apparemment le mec il voulait à tout prix voir, je sais plus, c'était Liv Morgan je crois, ou Charlotte Flair, et en fait comme on lui avait refusé l'accès, il était revenu dans la nuit ou au matin avec un seau de merde et de vomi qu'il avait jeté sur la façade. Mais nous on a découvert tout ça, on l'a découvert dans les news, ils ne l'avaient même pas dit, tu vois. C'est pour dire à quel point on avait le seum et à quel point on se sentait en insécurité là-bas.
il avait balancé un seau de merde et de vomi, je crois, sur l'entrée du truc. Et bah, ils avaient appelé la police. Et la police, vu qu'il avait l'air dangereux, il lui a mis une balle dans le ventre. Alors bon, c'est les flics américains, des fois, faut pas trop déconner avec eux. C'est le classique fuck around and find out. Et en fait, et après ça, ils avaient eu un meeting en mode pour essayer de nous rassurer, genre oui, vous en faites pas, toutes les mesures ont été prises et tout. Et nous, on avait envie de leur dire qu'une chose, mais ok, les mesures prises, pourquoi vous mettez pas une putain de porte électrique avec un pass et un garde à l'entrée 24h/24? Ça serait le minimum. Oui, non, mais vous en faites pas, on le fera, mais là pour l'instant, c'est pas nécessaire, on s'occupe de la situation. Oui, bon, ça, il le dira pas, parce que le budget en attendant, il l'a, t'inquiète, quand il signe des contrats avec l'Arabie Saoudite, quoi, déjà à l'époque commençait à arriver. Mais c'est surtout, nous les mecs, à la limite, on s'en battait les steaks, c'est surtout pour les meufs, les pauvres. Les meufs, elles venaient en bagnole toutes seules, des fois elles se barraient à 18h, il faisait nuit, les amis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est chaud. Enfin bref, en tout cas, bonne chance à nos amis, oh oui, Bonne francophones. chance, ouais. Et donc, je sais pas si je te l'ai dit ou je me répète peut-être, mais c'est bien Triple H qui a confirmé. Hein. Il a confirmé que c'était en préparation et ça serait à Orlando. Donc je sais pas, je crois que je me répète, je pense, mais bon, ça risque de prendre un peu de temps pour ouvrir. Mais en tout cas, c'est prévu. 4e news, Tom. On parlait de Wrestling Observer et ton ami, ton frérot, ton brother. Dave c'est mon idole. Ça, c'est le genre de gars, mec, putain, il a tellement fait pour le catch. Merci, mec. Merci, mec, merci. Tu sais que quand j'ai préparé la news, je dis, tu sais quoi? Je sais que tous les deux, on déteste parler de ça, mais tu sais quoi? Vas-y, je vais le mettre, parce qu'en plus, j'ai vu les notes. Fais-moi rêver. Il y avait les notes et il y avait les producteurs des matchs. Donc je m'étais dit, on sait jamais si Tom a des interactions avec eux. Et donc il y a eu un 5-star pendant AEW Wrestle Dream 2025. Alors attends, je commence à mastiquer là. Attends, garde un peu pour ce soir, Tom. Ouais, bon, justement. Mec, tu sais, moi, je regarde tellement de porno que j'ai du mal à venir. Bon, bref, vas-y, ouais. Donc, on a eu Dead Rider contre The Conglomération et Roderick Strong, qui a eu une note de 4. Et le producteur était John Cruz. Frère, si on vise les 45 minutes, direct le match qui a eu 5 étoiles. Alors, le match qui a eu 5 étoiles, 5 étoiles, c'était Brodido contre Kazuchika Okada et Kazuke Takashita. Et c'était Colt Cabana. Qui avait eu qui était producteur. Ah bah alors non, je vais raconter, vas-y. Non, je vais juste parler. Parce que la note, je m'en bats les steaks. Et le mec, tu me sors le match en équipe sur un show où tu avais des histoires qui duraient depuis des mois. Le mec, il met 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il a dû avoir des chutes sur la nuque, des saltos arrière. Et Bandido, il est incroyable, hein. Mais désolé, moi je préfère voir la résolution d'une feud entre John Moxley et Darby Allin, ou alors je sais pas si c'était le cas, mais je sais pas, des matchs comme FTR contre Edge et Christian où il y a toute une histoire derrière, que juste des flips. Ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement débile ce système d'étoiles de merde. Bon bref, par contre, si Colt Cabana était le producteur, bel esprit, le monde est petit, parce qu'on parlait avec Booster justement, Booster c'est au show ICW, Pierre Booster-Fontaine, fuck, mec qui est promoteur depuis 30 ans, mais ça je peux pas trop développer, parce que mec on va dépasser les 45 minutes, mais le truc c'est, on va filmer, allez, ça on se l'est dit, on va se le faire. Alors j'en reprofite, Legacy, TPW Legacy, Tigers Pro Wrestling Legacy saison 5 qui va être tournée début décembre. C'est une émission où un panel de juges évalue vos capacités catch et vous fait passer des épreuves pour éventuellement décrocher un spot régulier à la TPW qui fait 2 shows par mois et là cette année affronter un des juges. Et les juges vont être, lors de TPW Legacy saison 5, Tom Larufa, Eddie Karawi, Pierre Booster-Fontaine. Oh oui, bel esprit. Oui, là, c'est tout ça. Et les amis, moi aussi à l'époque, quand je commençais le catch, j'avais la moyenne de me faire passer, filmer, YouTube, etc. et coacher par ces 3 noms-là. Mais putain, j'y serais allé en courant, les amis. Et même si je suis confirmé ou pas, je m'en bats les steaks, hein, j'y vais. Hein, parce que Pierre Booster-Fontaine a plus de 30 ans d'expérience dans le business, il a booké les plus grands. Eddie et moi, on a quasiment 20 ans chacun et on a catché à travers toute la planète, lui et moi. On est probablement les 2 meilleures références françaises actuellement en activité. Alors oui, c'est sûr, Aigleban va commencer à avoir une belle carrière WWE, mais pour l'instant, il n'a rien fait à la WWE. Donc, alors que Eddie, lui, il a catché dans des pays que t'oses même pas mettre le bout du doigt du pied, tu vois. Que ce soit Afrique ou Corée du Nord, tu vois. Le mec, c'est une machine et il fait encore des sports de combat. Il fait encore des sports de combat, je sais pas comment il fait. Le mec, justement, je le vois bientôt. Bon, bref. Et donc, tout ça pour dire, TPW bel esprit. Et donc, comme on va être les 3 réunis, on va sûrement faire une sorte de table ronde catch où on va juste discuter catch, nous 3. Eddie, Karawi, Tom Larufa, Pierre Booster-Fontaine, quasiment plus de 75 ans d'expérience de catch autour d'une table. Et cette vidéo, croyez-moi, elle va être légendaire. Tout ça pour dire, parce que donc, on a eu cette idée de faire ça à la fin du show ICW de samedi dernier, où avec Booster, on est resté environ
10 minutes, un quart d'heure à parler de nos carrières respectives. Et après, petit à petit, tout le monde venait autour de nous, ils nous écoutaient parler. Ils nous écoutaient parler et Booster partageait ses anecdotes. Moi, je disais, ah ouais, putain, je me souviens de ce show en 2007, sur le parking d'un magasin et tout. Et on parlait. Et Booster, on est arrivé à parler de Colt Cabana qu'il avait booké. Il expliquait que Colt Cabana c'était une crème, le mec. Tu vois, par exemple, genre, il avait dormi chez Booster. Je me souviens, Booster, il m'avait dit un jour, j'avais dormi chez lui en Fouque 2007 peut-être, ouais 2007, ouais 2007. Et il me dit, mec, dans ce lit, t'as Doug Williams et Colt Cabana et qui? Raven peut-être, non pas Raven. Bon enfin bref, Colt Cabana, Brian Danielson et Doug Williams qui ont dormi dans ce lit. Je suis oh putain, maintenant c'est moi, bel esprit. Et voilà, et donc il expliquait par exemple que Colt Cabana à l'époque, genre à un moment ils avaient fait un grand repas avec tous les stagiaires et tout, et Colt Cabana il était dans une sorte de buffet à volonté. Colt Cabana il était à côté de la machine à boisson, en fait c'est lui qui se levait pour aller remplir les bouteilles pour tout le monde. Et en fait Booster fait non mais t'as pas à faire ça, il fait non t'inquiète j'ai envie de le faire. À un moment quand ils avaient commencé à charger le ring dans le camion pour le show, Colt Cabana il les a engueulés parce qu'il l'avait pas appelé pour les aider, tu vois, genre en fait il a fait attendez je veux vous aider à monter charger le ring, tu vois. Bon après ça remonte à 2007. Voilà, ultra bel esprit. Bon, c'était déjà un très gros nom indie, Colt Cabana, mais voilà, le mec, il avait pas à faire ça. Donc voilà, Colt Cabana, ça a l'air d'être une très bonne personne. Une très très bonne personne, et je l'avais vu cet été à Chicago. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui était merch. Il l'a amené à Adam Page, c'est Adam Page? Oui, Adam Page, l'autre c'est Ethan Page. Adam Page, il lui a mené le paquet de posters à dédicacer, il s'assurait que ça soit fait et tout. C'est bel esprit de revoir. Parce que moi j'avais croisé une ou deux fois Colt Cabana, c'est toujours très bon, très bonnes interactions. Je crois qu'il a partagé il n'y a pas si longtemps que ça une affiche de lui en France. Ça devait être ICWA, je pense. Il a partagé sur une de ses stories, j'ai vu passer ça. Voilà, c'était soit ça, soit 2FC, la France Catch, ce qui était géré par Jérôme Pourru à l'époque, les frères Pourru. Là aussi j'avais catché pour eux, c'était bel esprit. Oh okay. Oui. Donc je vais pas faire tous les matchs, mais pour info, FTR a eu une meilleure note que Darby Allin et Jon Moxley. Donc le FTR ils ont eu 4.5 et c'est Rocky Romeo. Le producteur. Et Darby Allin ont eu 4,25 et c'était Chris Hero et Dean Malenko, les producteurs. Ok, Dean il y était. Je l'ai croisé très rapidement, mais il avait l'air vraiment fatigué, le pauvre. Je sais pas quel âge il doit avoir maintenant, mais oui. Ouais, surtout, je crois qu'il a Parkinson ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, triste, très triste. Et après, je regarde les noms à peu près. Kyle Fletcher, Mark Briscoe, 475, c'est Scotty Tucci. Ouais, frérot, on s'en bat les couilles, c'est franchement. Parce que, non, mais sérieusement, en fait, le truc, c'est. Je comprends pas, en fait. Sur quoi tu te bases pour mettre des étoiles en fait, c'est quoi, c'est le nombre de prises. Le nombre de prises, c'est quoi? Ils chronomètrent le nombre de prises qu'il y a à la minute, le nombre de chutes sur la nuque, le nombre de millimètres qu'il y a entre la nuque et le dos. Ça n'a ni queue ni tête. Je suis sûr que cet imbécile là, il mettrait je sais pas combien d'étoiles, 2 étoiles à Rock Hogan, alors que c'est un des plus grands matchs de l'histoire du catch en fait. Il mettrait 1 étoile à Rock contre André, alors que ce match a bouleversé le business. C'est clair. T'imagines que Kurt Angle il a jamais eu 5 étoiles, rien que ça dit tout. Ça dit tout. Ce mec-là n'a aucune notion du catch en fait, parce que tu vois un mec comme Kurt Angle, tu peux apprendre de Kurt Angle en le regardant catcher pendant 15 secondes. 15 secondes, t'apprends quelque chose du catch de Kurt Angle en 15 secondes, même s'il fait rien, s'il fait que bouger dans le ring. Et le mec, il va aller mettre des 5 étoiles à des matchs en équipe où les mecs sont même pas une vraie équipe. Bandido et Brody King, c'est pas une vraie équipe, c'est juste 2 mecs mis ensemble comme ça, quoi. Enfin bref. Et donc on a parlé des... On t'aime beaucoup, Dave Meltzer. Ouais. Est-ce qu'il t'a noté de tes matchs, toi, quand t'étais à NXT? J'en ai aucune idée, je m'en bats les couilles. Je te dis, mec, quand j'étais dans le PWI, je sais même plus si je faisais même moi une annonce genre cette année je suis dans le PWI, je faisais cool, merci. C'était l'important, c'est que le check il arrive à la fin du mois. C'est clair. Donc j'ai parlé du match de FTR. On a une news du coup sur le début de Wrestle Dream 2025, Tom. Et on s'était posé la question, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'était pas prévu, le fait que le show commence et le match était en cours. Et donc selon The Wrestling Observer toujours, il ne s'agissait pas d'un problème de temps, mais bien un choix de la AEW. Ainsi la compagnie avait prévu que le dernier match commence au début du show. Comme ça, à la fin du pré-show, les gens, si vous voulez voir la fin du match, ils devaient payer le pay-per-view.
Pas mal. C'est une idée de marketing, c'est une bonne idée. Au moins, je trouve que c'est un peu moins agressif que la WWE, donc j'ai envie de te dire un bel esprit. C'est là, tu vois, au lieu d'y aller à sec, ils te mettent un petit molar, ils y vont avec. On t'a donné un petit bout et si tu veux la faire. Voilà, ils te mettent 2 doigts, tu vois, ils se mettent pas un seul, ils ont pas du tout, ils mettent direct 2 doigts. Mais il y a un molar au moins, tu vois, donc ça va, ça passe un peu mieux. Mais WWE, c'est direct, ils te sortent le god et ils te font, vas-y, mec, t'as pas d'autre choix. J'espère que des gamins regardent pas ces vidéos. Hein. Putain, je viens de penser à un truc. Mais ça va, je les mets pour adultes. Non, c'est pas fait pour les enfants, donc ça va, je suis protégé. Bon, bref. Et après, moi j'ai envie de te dire, tu sais, je t'entendais dire la nuit, je fais bon, j'espère que c'était vrai, parce que des fois, peut-être, en fait, c'était peut-être pas prévu, mais ils font genre, oui, non, mais c'était prévu, attendez. Ouais, après, c'est des workers. Non, franchement, c'est des workers. Le fait de dire qu'en gros, c'était pour que les gens achètent le pay-per-view pour voir la fin, franchement, j'y crois quand même. J'y crois. Quand ça parle business. C'est pour pas perdre la face aussi, si c'était pas aussi peut-être. Dernière news, Tom. Ouais. Vas-y, balance. Toujours à AEW. Ouais, on parle toujours à AEW. Tony Khan veut développer l'AEW en Europe. Alors, malgré plusieurs années d'activité, l'AEW a exclusivement visité l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni pour ses shows. Exactement. Ça, je l'avais dit à Christopher Daniels, putain, cet été. Je lui ai fait, si vous voulez venir en France, on a les contacts. Ouais, mais surtout que on va voir, il est chaud pour venir en Europe, mais il fait que parler de l'Angleterre. Alors, il faudrait peut-être lui expliquer que l'Angleterre fait plus partie de l'Europe. Oui, c'est ça le Brexit. Un petit Frexit, ça ferait du bien aussi, quand même, je pense. Donc, parce que von der Leyen, j'allais dire, elle est bonne, non, elle est même pas bonne en fait, mais elle est dégueulasse d'ailleurs. Mais je suis sûr que c'est une descendante de royauté de mon cul, tu vois. Si tu remontes son arbre généalogique à von der Leyen, toi, je suis sûr que tu dois bien l'aimer. La meuf, ça doit être la fille ou la petite cousine du roi du Danemark ou une connerie comme ça. Donc la meuf, elle a du sang bleu. Ouais. De ouf. Et je pense qu'elle va avoir les pupilles verticales aussi. Ouais, je donc, pense bref, surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, bref, la meuf, elle est pas élue et elle veut faire la bosse. Elle va te faire Sodome, meuf. Va te faire Sodome. Enfin bref, donc tu disais donc Tony Khan, alors cette année, la AEW va se rendre au Royaume-Uni, à Manchester, en décembre, je crois, il me semble bien. Mais oui, c'est ça, j'ai vu. Voilà, j'ai vu, c'est mi-décembre. Voilà, mi-décembre, ouais. Mais Tony Khan n'a pas l'intention de s'arrêter ici. En interview pour le magazine Am New York, que Tony Khan a confirmé qu'il est toujours à la recherche d'une extension sur le marché européen. Il a déclaré: nous avons accompli beaucoup de choses. Ça fait 6 ans que l'AEW existe et pourtant on a encore l'impression d'avoir commencé hier. Je suis très intéressé par l'idée d'amener l'AEW dans davantage de pays européens. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Ouais. Nous avons réalisé un super show au Royaume-Uni, notamment à Londres, où nous avons battu des records au Wembley Stadium, ainsi qu'à Cardiff, au Pays de Galles. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'amener l'AEW à Manchester pour la première fois cette année. Je pense qu'il y a beaucoup encore d'opportunités à l'international pour l'AEW. Visible, donc, peut-être en France, pourquoi pas, je vais te dire. Why not, vu le succès de la WWE. Vu le succès de la WWE en France, ça serait complètement débile de ne pas essayer de rentabiliser là-dessus. Après, espérons que Norbert Feuillant reprenne un peu de morale et arrête de se plaindre sur Twitter et que voilà, qu'il fasse du bon business en France. Et pour finir cette news, alors ça c'est d'après, alors je crois j'ai pris sur 4 News, je crois. Alors dédicace à 4 News. Apparemment Tony Khan s'était rendu en juin 2025 au Festival international de la créativité à Cannes, afin de rencontrer des directeurs internationaux de différents groupes afin de présenter l'AEW. Ouais. Donc, mais c'est totalement logique. Stéphanie McMahon, il va souvent aussi. Donc c'est bon à savoir. Il y a en tout cas des discussions, je pense qu'il doit en avoir. Et en espérant qu'ils viennent vraiment en Europe, donc Allemagne, France. Pourquoi pas Belgique. Ouais, mais il y a un potentiel de ouf. De toute façon, dans tous les cas, c'est la suite logique. Une fois, comme il a dit, ils sont là depuis 6 ans, ils ont établi leurs produits et ils montrent qu'ils sont là pour rester. Des cas qui peuvent faire du bon. Surtout WWE et TKO, ils sont en train de s'étendre internationalement entre AAA, Noah, etc. Pourquoi ils restent les bras croisés? Donc voilà. Donc les amis, vous avez mon numéro, un agent français ou un agent européen, un scout talent européen. Oh oui, bel esprit. Ah ouh. Ça tombe bien parce qu'en plus tu l'as vu il n'y a pas si longtemps que ça, donc tu as dit I am European wrestler. Frérot, c'est le premier truc que je dis. Mec, c'est le premier truc que j'ai dit à Vince McMahon. You want to money. I'm your guy. Money. Ah oui, money. Non, mais sérieusement, je l'avais dit dans la vidéo, donc je lui dis,
Je lui fais hey sir, I'm really sorry. Putain, il avait un garde du corps à côté, le mec laisse tomber. Le mec, il était plus impressionnant que n'importe quel catcheur aujourd'hui en activité. Le mec, c'était genre le Warlord, tu sais, le crâne rasé. Le mec, il devait faire 150 kilos de muscles. C'est un pitbull, le gars. Ok. Mais bon, après, ça va. Il me connaissait depuis plusieurs jours. Tu sais, ça faisait 3 jours qu'il me voyait faire l'extra. Il savait que j'étais un catcheur et tout. En plus, j'étais en tenue de catch. C'était après le match à ROH. Et donc, je vais voir Tony. Je lui fais hey, sir, I really want to be quick. Hey, thank you for the opportunity. Nice to meet you. My name is Thomas. I'm French. I'm a professional wrestler. Et là, tout de suite, il me fait yeah, I know who you are. Et là, je regarde, je fais oh, really? Il me fait yeah, I know what you've been doing. Okay, I guess thank you very much. Et voilà, if there's anything more I can do for the product, I'd love to. Le truc, c'est toujours mentionner t'es catcheur, t'es français. Voilà, au moins comme ça, il capte direct. Et j'avais fait pareil avec Vince en 2011, tu sais, quand je l'avais attendu à côté de la limousine. Hey sir, merci pour l'opportunité. Voilà, je suis français, je try hard, blablabla. Et voilà, au moins, si tu peux pas te différencier par ton look ou quoi, ou par ta taille en faisant 3 mètres de haut, tu dis, je suis français. C'est déjà la moindre des choses. Ça avait marché pour Jinder Mahal, hein. Il est devenu champion grâce à ça. Hein. Ça d'une part, et puis même, tu veux que je te dise, ça, je l'avais jamais dit, je crois, en anecdote, ou peut-être avec Beast à l'époque, comment Jinder Mahal a été signé. En fait, il a été signé sur un try-out FCW. Tu sais, il faisait 2 ou 3 fois par an, il faisait des try-out FCW où tu payais, je crois, pas mal, hein, tu payais 500 balles, je crois, pour participer au try-out. Et ils en signaient 2 ou 3, les meilleurs. Et ils en venir une 50aine. Et en fait, Jinder Mahal, Joe Atlas, tu vois qui c'est Joe Atlas, Johan Fed Karwani, mon pote bodybuilder, il y avait été à ce try-out. Ok. En fait, petit cachotier, il était venu à la WS en 2009 et il me posait des questions sur les States. Il fait ouais, c'est comment sur les States? Moi, je disais vite fait, ouais, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, le mec, on l'avait entraîné. Enfin, moi, je l'avais entraîné pendant une semaine. On avait fait un match sur les shows à la flèche. Un mois après, il était parti à Tampa faire les try-outs. Petit cachotier. Et donc, en fait, après, il était revenu en France et il avait recatché souvent pour nous à la WS. Et il nous avait expliqué comment c'était passé. Il m'avait dit, ouais, putain, tu sais qu'ils ont signé? Ils ont signé le mec, il ressemblait, alors, entre guillemets, il me dit, le mec, il a fait un truc de terroriste. Le mec, il était là avec la barbe, avec le turban sur la tête, et il a parlé en indien, mais en mode vraiment très agressif, tu vois. Et en fait, les officiels, ils ont tous adoré, et il fait c'est bon, tout le monde signe. Et en fait, c'est ça le truc. Et en fait, le mec, il a parfaitement joué ses cartes. Ouais. Le mec, il a une sale gueule, dit normal, quand il veut. Putain, t'as une sale gueule, tu parles une langue étrangère, c'est bon. Allez, c'est bon, t'es signé, frérot. En plus, lui, il fait 1m90 facile. Jinder, je l'avais connu à Calgary, il me faisait délirer, quoi. Il me faisait délirer, Jinder. Jinder avec son coéquipier, Singh, comment il s'appelait? Putain, ils ont fait un film récemment avec leur père. Singh, j'ai oublié son nom. Il faisait Karachi Vice, c'est le nom de leur équipe à Calgary. Des Singh, le mec, je veux pas faire c'est pas raciste ce que je dis, mais des Singh, il y en a beaucoup en Inde, mon gars. Mais totalement, totalement, mais c'est clair. Mais non, mais je veux dire, après dans le catch, il y en a moins quand même. Great Gamma Singh, ouais. Gamma Singh, c'était le nom du père, et son fils, il est à TNA, je sais pas s'il y est encore. Et en fait, il faisait une équipe à Calgary à l'époque, quand je m'entraînais chez Lens, ça s'appelait Karachi Vice. Leur musique d'entrée, elle était top. Et ça me fait délirer parce qu'après, quand j'avais commencé à catcher, notamment l'année suivante, en 2008, mec, moi je t'explique, j'étais l'opener de ces shows. Et on était payé que dalle, peut-être 20 balles et encore. Donc le truc, c'est, je prenais aucun risque. Je faisais des matchs basiques et je terminais sur un roll-up et tout. Et en fait, il m'avait fait délirer Jinder Mahal. Tu sais, moi, par contre, je tapais bien, tu vois, les coups, il tapait, tu vois. Il frappait, il cognait bien. Et Jinder, il était venu me voir. Il savait que j'avais été entraîné par Lance, donc il y avait ce respect en mode, bon, lui, il a été entraîné par Lance, il s'est bossé, tu vois. Et en fait, il était venu me voir à la fin d'un match, il fait, hey, Frenchie, I like your style. Sous-entendu que, mec, t'es le premier match, tu vas pas chercher à voler la vedette, tu vas pas faire des 450, tu nous facilites la vie, t'as une bonne réaction parce que t'es heel, t'es français, tu nous facilites la vie parce que tu lances le show, mais tu vas pas vouloir faire un main event alors que t'es l'opener. Et en plus tes coups ils frappent et on sent que tu frappes pour de vrai, entre guillemets, que t'es crédible. Bel esprit, voilà. Il m'a pas dit bel esprit, mais il fait Frenchie, I like your style. Et franchement, c'est toujours bien entendu avec Jinder. Oh oui, bel esprit. Bel esprit, Tom. On a fini au niveau des news. Ouais. Il nous reste plus qu'une question. Enfin, une question, c'est pas vraiment une question, c'est toi qui vas développer. On a vas-y. Zach Mendez 5916 qui nous dit, enfin qui te dit, surtout à toi, on attend toujours l'anecdote avec Bret Hart que tu devais nous dire. Donc Tom, quelle est donc cette anecdote avec Bret Hart? Eh ben alors, je pense que malheureusement on va faire 1 heure, on va pas faire 45 minutes. Bret Hart, il était venu à NXT, au Performance Center, il avait visité, Triple H, son grand ami, l'avait invité pour visiter le Performance Center. Il avait fait une apparition, je crois même, aux tapings d'NXT. Et après, à la fin, on avait fait un Q&A dans l'amphithéâtre de Full Sail.
Et on lui posait des questions. Alors la plupart du temps, les gars posaient des questions de merde, en mode oui, comment vous faisiez, enfin comment faut faire pour faire un bon champion, en fait, des trucs comme ça. Et moi j'avais posé deux questions. Et en fait, une question devant tout le monde, et après j'en avais posé une autre en privé à la fin de la session, et une des questions, la deuxième, il m'avait dit mec, c'est une question excellente qu'on m'a jamais posée. Donc bref, la première ça avait été que Bret Hart, vous êtes connu pour être un catcheur qui a une des plus grandes interactions et fidélité avec sa fanbase, tu sais, Bret Hart, les fans de Bret Hart et en Inde et en Allemagne, les mecs, Bret Hart c'est limite un culte, tu sais, Ouais, c'est limite, ouais. le mec c'est limite un cult following, tu vois. Je lui ai posé la question, à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Parce qu'après quand même, quand t'es catcheur, ton but c'est que tes fans soient fidèles, tu vois, et que tu construises une fanbase solide. Donc j'avais posé cette question, et il m'avait répondu, il me dit écoute, moi déjà je me suis toujours donné à fond pendant les matchs, ça je peux comprendre, et surtout, chaque fois que mes fans venaient me voir pour un autographe ou quoi, je m'assurais que tout le monde ait un autographe, jusqu'au dernier. Tu vois, j'avais ce. Voilà. Et tu vois, qu'un mec comme ça le dise, je crois que c'est quand même important, tu vois. Que quand quelqu'un vient à toi et se présente et te demande un autographe, tu l'envoies pas chier ou quoi. Ouais, Parce que je bien pense que sûr. ce gars va garder un super souvenir de toi. Et ça va lui rester et le mot va se répandre, tu vois. Et voilà, c'était son explication. Et après, la question qu'il avait vraiment kiffé, que il dit personne ne m'a jamais posé ça, c'est moi, je lui avais fait. C'est ça, après, c'est un catcheur. Il faut être catcheur pour capter ce genre de truc. Je lui avais dit est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous avez compris que vous aviez ce qu'il fallait pour atteindre le sommet de la WWE? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, une parole de Vince ou un match ou un moment, une discussion avec lui où vous avez compris que, ok, c'est bon, je sais que j'ai ce qu'il faut pour être le visage de la compagnie, tu vois. Parce que moi, c'est le genre de truc que j'ai envie de savoir, tu vois. J'ai envie de savoir comment un mec comme Bret Hart, il a fait pour savoir en lui, parce que s'il ne le savait pas, qu'il n'était pas convaincu, il aurait jamais atteint le niveau qu'il avait. Tu vois. Et je pense pas que tu nais ou que tu arrives ton premier jour à la WWE en disant c'est bon, je vais être WWE champion et porter la compagnie sur mes épaules pendant 5 ou 10 ans, tu vois. Et donc, tu vois, je lui ai posé cette question. Il me fait mec, c'est super comme question, on me l'a jamais demandé. Et là, il m'avait répondu. En plus, je crois même pas qu'il l'a dit dans son autobiographie, ce genre de truc. Il dit quand je suis arrivé à la WWE, Vince, il voyait un énorme potentiel en moi. Mais il m'a filé une gimmick de cow-boy, je rentrais sur un cheval et tout. Il avait, soi-disant, de grands projets pour ça. Et en fait, parce qu'il me trouvait beau gosse, il me trouvait jeune grand talent, il connaissait bien mon père, machin truc et tout. Et donc, il m'a donné ça et il m'avait garanti que ça allait être un de ses projets phares. Mais après, dès que j'ai vu le cheval et que je me suis vu rentrer en cheval sur le ring, j'ai dit, ok, c'est mort, ça marchera jamais. Et ce qui a changé la donne, ça a été, je me souviens, un jour. Donc cette gimmick marchait pas, donc j'ai vraiment essayé de pousser pour passer heal, et notamment en équipe avec Jim. Et en fait, ce qui a vraiment changé la donne, et je savais que c'est ça qu'il ferait, c'est un jour, on a eu un match, parce que Vince regardait pas tous les matchs à l'époque, il y avait tellement de matchs, mais par contre, il regardait tous les shows à Madison Square Garden. Et il m'a dit, un jour, je sais plus dans quelle année, dans les années 80, on a fait un match en équipe avec Jim Neidhart, et on était c'était à Madison Square Garden et Vince regardait le match. Et ben je peux te dire que je me suis assuré que tout dans ce match était parfait et que les coups étaient solides. Et après le match, alors comment il m'avait dit, je crois qu'après le match, Vince allait lui serrer la main et à partir de ce match, il a senti que sa relation avec Vince avait changé et que Vince maintenant le prenait vraiment au sérieux, tu vois. Et petit à petit, il a grimpé les échelons et voilà quoi. Mais il m'a dit c'est ce match-là à Madison Square Garden où je me suis dit Vince regarde, j'ai l'opportunité d'être heel, je vais lui montrer mon intensité et ma viciousness, mon côté vicieux qu'il a jamais eu auparavant et que j'ai jamais eu l'occasion de lui montrer, tu vois. Et bel esprit, tu vois. Et tout ça, pareil, ce genre de petit truc, le mec il te dit ça, et tu fais ok, d'accord. Donc en fait, putain, c'est quand le boss regarde, il faut que Ouais, tu faut te ramènes la donner, sauce. ouais. Ouais, et puis c'est ce que je faisais à la WS, hein, tu sais, la première fois que j'ai catché devant Flèche était dans le match à 6 mais putain, mec, je catchais 2 fois plus intensément que d'habitude. Parce qu'à l'époque, Flèche, quand il m'avait pris à la WS, il me filait 3 shows par mois, tu vois. Le mec, il catchait 10 fois, 10 fois chaque mois, tu vois. Le jour où Flèche m'a vu catcher en personne dans le ring, là, putain, mec, j'étais booké tous les week-ends. C'est exactement le même principe. C'est pour ça que les indies, c'est ultra important. C'est ultra important, les amis. Et ce qui est encore plus important sur les TLR News, c'est le qu'est-ce que tu préfères. Donc, Alex, tu préfères. T'es prêt? Ouais. Ouh, 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 Non, pas ouh. où, pas Ouais, où. frérot, tu préfères une fois par jour, tu sais jamais quand ça arrive, une fois toutes les 24 heures, tu sais jamais quand ça arrive, ça peut être dans la nuit, la Mhm. journée, au matin, au réveil, tu as une diarrhée explosive, tu peux pas la contrôler. Tu peux pas la contrôler, c'est genre, ça vient, ah, tu serres les fesses, mais ça Mhm. sort quand même. Tu vois, ça fait, au souffle, ça fait, et ça sort. Donc c'est soit ça, Ouais. soit dès que tu te marres, tu te pisses dessus. Pas énormément, mais tu lâches une petite gorgée de pisse. Dès que tu te marres. Et jusqu'à la fin de tes jours. Et pareil pour la diarrhée. Ah, la pisse.
Mais ouais, frérot, tu te pisses Non, t'as et dit, développe. t'as dit, Développe. t'as dit une petite goutte de pisse. Ouais, genre, tu vois ce qui reste là-dedans, voilà, ça. Bah, Non, pas une goutte. Ah, Pas une goutte, je t'ai dit une gorgée. Je t'ai dit une gorgée. Voilà, ça, tu vois. Ça, c'est pas de la pisse, hein, c'est de l'eau avec un restant de chicorée. Hum, hum, hum. Alex vient de se marrer, là. Bah, moi, tu sais quoi, je mets une couche et la pisse. Hein. D'accord, Ouais. ok. Parce que une diarrhée, Ok. ça fait mal au ventre quand même. Bah, en fait, t'as pas mal au ventre, c'est juste quand ça vient, quoi. Bah, non, moi, je te dis, moi, je mets la pisse et je me mets une Ouais. couche. J'en ai rien à foutre, je me mets une couche et. Non, mais donc, ouais, mais je me en fait, marre toute la les journée. soirées. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais alors après, dans ces cas-là, tu peux mettre une couche pour la diarrhée aussi. Hein. Ouais, mais c'est un peu plus chiant quand même. Pour marcher. Oui, mais c'est qu'une fois par jour. Pour marcher, c'est le mec, il a l'expérience, il a la crotte au cul tous les jours. C'est totalement, mais c'est ça. Mais frérot, mais c'est qu'une fois par jour. Une fois que c'est arrivé, t'es tranquille pour 24 heures. Ah, c'est qu'une fois par jour. Et oui, je dis, la diarrhée, c'est qu'une fois par jour. Ah. La diarrhée, c'est qu'une fois par jour, et la pisse, par contre, c'est dès que tu te marres. Ben oui, frérot, faut compenser. Attends, je vais pas te faire, tu te chies dessus dès que tu te marres. Là, c'est pourri, bien sûr, tu vas prendre la pisse. Non, là, je te dis, la diarrhée, c'est une fois par jour. C'est juste, c'est mandatory, comme on dit. C'est genre, allez, hop, c'est bon, t'as 7 heures du mat, tu t'es chié dessus. Ah, c'est bon, je suis tranquille jusqu'à demain, jusqu'à ce soir minuit, tu vois. Voilà. Et voilà. Par contre, après, l'autre, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Dès que tu te marres, genre, oh merde, je me suis pissé dessus, putain. C'est ça, tu vois. Moi, je suis un bon public, je me marre tout le temps. Donc c'est vrai que. Mais c'est ça. Moi aussi, j'adore me marrer, mec. Tu peux pas vivre sans te marrer. Ouais. Mais tu sais, pas, tu vas passer une soirée avec des potes, faut prévoir 5 couches au moins, tu vois. Ouais. Ah non, Ou bah, alors, du coup, ouais. Ou alors t'es dans une bassine et tu dis les gars, j'ai perdu un pari, qu'est-ce que tu préfères? Donc on va se marrer ce soir, mais par contre je vais me pisser dessus. Hein, ouais. Je me donc, mets non, je veux pas m'imaginer. le seul truc chiant avec la diarrhée, je t'explique, c'est que imagine, c'est pas venu et tu dois ken ta meuf. Ou tu dois aller au resto. Oh mon dieu, ça doit être horrible. Tu sais, genre il est 20h, tu t'es toujours pas chié dessus, tu fais l'enculé, putain, ça va venir à 23h59, l'enculé quand je serai au lit. Tu vois? Faut choisir, mec. Hein. Faut choisir. Non, ça, c'est des bons questions après, préfères quand t'évites. Quand t'hésites. Non, du coup, ouais, si c'est qu'une fois par jour, me chier dessus. Ouais. Rien à foutre. Ouais, je pense aussi. Dessus, je pense aussi. Si c'est qu'une fois par jour, ouais, me chier dessus. Ouais, je pense aussi. Ouais. Par contre, faut pas oublier la couche, frère. Ah oui, non, mais ça, par contre, j'oublierai pas, mon gars. Ah, ça faut. Ouais, bah ça, franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas honte de me balader dehors en couche, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais ça t'en bat les couilles. Tu mets un froc ample et c'est bon, ça passe. Ah ouais, non, mais j'en ai rien à carrer. Hein. Ouais. Après, j'ai pas fait le bâtard. J'aurais pu dire, genre, t'as pas le droit de mettre de couche. Ah ouais, bah. Et si t'as pas le droit de mettre de couche, allez, voyons. Est-ce que ton choix resterait le même? Ouais. Mec, non seulement t'as pas le droit de mettre de couche, et t'as pas le droit de prévenir les gens autour de toi. Ouais, mais vas-y, en fait, le mec, à chaque fois, il rajoute des trucs et tout, à chaque fois. Non, mais c'est vrai, mais c'est marrant. C'est marrant. T'as pas le droit de mettre de couche, et t'as pas le droit de prévenir les gens autour de toi. Non, du coup, si c'est comme ça, je prends la pisse. La pisse, ouais. Mais comme ça, tu vois, dès que je sais que je vais rigoler, je sors mon chip et j'arrose tout le monde. Rien à foutre. Putain de merde. Sur ces paroles de sagesse. De très intelligent. Ah ouh. Bon, bah, on se voit la semaine prochaine. Je te dis, j'en ai un qui est pas mal. Notre qu'est-ce que tu préfères qui va faire mal lui aussi. Il faut juste que je trouve l'autre équivalence, mais le premier, c'est énorme. C'est énorme. J'ai eu la vision ce matin. Ah. Oui. Bon, ça va. Parce que demain matin. Tant que tu passes pas à moi le soir au lit, ça va. Ça me va. Non, ça va. Arrête de me dire ça, je vais le faire ce soir. Je vais venir direct. Alex, ouais. Oh yes. Oh yeah. Bon. Ouais, alors ça, par contre, je suis sûr que tu vas passer. Ça, c'est obligé, tu vas passer. Oh putain, quand je vais venir, putain, après, fuck, j'arrête. Allez. Enfin bref. Bon, les amis, likez, commentez, partagez. Très rapidement, là, il va y avoir quoi sur la chaîne? Il va y avoir l'interview avec Ulf Herman, mais je sais pas quand je vais la poster. Peut-être ce week-end, je sais pas. Activez et mettez la cloche, les amis, comme ça vous êtes prévenus, parce que souvent, putain, le planning. Alors, déjà, on perd des followers à foison. Alors, je pense que les mecs, ils doivent pas aimer les questions que tu préfères. Là, on a perdu 10. On en est à 6990, alors qu'on avait passé à part des 7000. On était tout contents, mon cul, ouais. Et de toute façon, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas les 10 000, il n'y a pas la vidéo avec Becky Lynch, qui faisait. Enfin, que j'ai dit qui c'était, je suis con.
Non, tu l'avais Non, j'ai dit. dit. Non, tu l'avais dit déjà. Non, j'avais dit que c'était Becky Lynch, ouais, mais j'ai Oui, pas dit non. ce qu'elle faisait dans la vidéo. Oui, tu l'avais dit. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, en tout Qu'est-ce cas, qu'elle elle faisait? était avec Tom Laroufa, les amis. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait avec Tom Laroufa? Ouais, non, moi je filmais. C'était un Ah ouais, POV. il filmait. Ah ouais, je filmais dos dessus en plus, dos dessus. Ah ouais. Bon bref, totalement, mais en plus je ne mens pas, tout ce que je dis c'est totalement vrai. Bon bref, et ouais, donc il y a l'interview avec Ulferman qui arrive, j'attends toujours les matchs de Chypre pour finir le vlog, et très important, samedi soir, oh oui, Showrix, le catch français va changer, ça c'est sûr, et donc en même temps que le Showrix sera publié une vidéo, oh oui, vous allez kiffer les amis. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine, Tom. Bonne soirée. Ouh. Ouh. Ah, ouh.